Je dirais que, encore une fois, Carole et Janine ont une très bonne idée parce que souvent, quand on parle de la radicalisation de la société israélienne, on pense à la question palestinienne. Et en fait, c'est tout à fait faux au sens où cette radicalisation, elle touche l'ensemble des domaines de la vie sociale, y compris des questions de liberté fondamentales, comme celles qui sont posées là avec effectivement une certaine dureté, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout si tous ceux qui sont ici et qui ont vu le film se souviennent de ce qu'était l'État d'Israël au départ. C'est-à-dire c'est un État fait de réfugiés venus du monde entier, je pense après la Deuxième Guerre mondiale évidemment. Et c'est quand même plus qu'un paradoxe de voir cette société constituée de réfugiés avoir l'attitude qu'on voit au départ dans la salle de réunion et qui est reflétée par les institutions, y compris la Cour suprême, avec des espèces de petits chantages et des choses épouvantables. Je dirais quand même juste d'un mot que ça souligne quand même la particularité d'un État dont la loi fondamentale dit qu'il est juif et démocratique. Donc tout ce qu'on voit dans le film serait impensable s'il s'agissait de juifs. Le seul fait qu'ils ne soient pas juifs les conduit à une situation hors du droit et hors de l'espace israélien. Puisqu'on a appelé ce débat de ce soir Israël à droite toute, je voulais un peu savoir, peut-être que pas mal de gens ici ne savent pas quelle est la situation des partis politiques en Israël. Quel est le panorama aujourd'hui des partis politiques israéliens? Est-ce qu'il reste une gauche israélienne? Est-ce que c'est la droite qui représente aujourd'hui la majorité des partis politiques? Quel est le panorama aujourd'hui? Je vais peut-être pas fait un panorama total parce que ce serait un peu long. Non, ce qu'il faut dire, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'État d'Israël, il y a un gouvernement dans lequel il y a uniquement des partis de droite, d'extrême droite et ultra-religieux, ultra-orthodoxes. C'est assez grave dans la mesure où même si leur poids dans les gouvernements de Netanyahou n'était pas important, jusqu'ici, il y avait d'autres partis, des partis qu'on pourrait qualifier de centristes. Je ne sais pas si on peut les dire de gauche, ce serait un peu... Enfin, disons que si le Parti socialiste français est de gauche, ces partis-là sont de gauche aussi. Pas sur la question israélo-palestinienne, évidemment. Donc on a un gouvernement qui est issu des élections du 17 mars de cette année, dans lequel on retrouve Benjamin Netanyahou et le Likoud, ses alliés, notamment le foyer juif, qui est dirigé par un homme, Bennett, qui est très 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 à droite sur le paysage politique israélien. C'est un homme qui est, non pas pour le statu quo dans les territoires, ou pour la colonisation simplement, mais pour l'annexion. Donc lui, tout ça ne lui pose pas de problème d'aller au bout de la démarche. Et il y a les partis ultra-orthodoxes, donc séfarades et ashkénazes, et la particularité, c'est que Netanyahou n'a au total pour sa coalition qu'une voix de majorité. Donc ça veut dire qu'en plus du reste, il est susceptible de tomber tous les jours. Il suffit qu'un de ses alliés mette en avant une exigence politique internationale ou nationale forte, que Netanyahou refuse, et le gouvernement explose. Moi, je pense qu'il l'a fait exprès, c'est-à-dire qu'il s'est mis volontairement dans une situation qui lui permette de jouer et d'essayer de jouer sur les uns ou sur les autres. Donc c'est un vrai virage à droite, ce serait trop dire, parce qu'on était déjà très à droite, mais c'est vraiment un pas en avant dans la radicalisation qui est sorti des urnes. C'est pourquoi, quand on parle de la société israélienne et de sa vision politique des choses, il faut être extrêmement prudent, parce que, comme chez nous, comme partout,
ce qui fait la radicalisation à droite n'empêche pas des tendances contradictoires d'exister. D'abord, il y a un centre-gauche ou une gauche qui a fait un très bon score, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on a dit aux élections du 17 mars. Il y a des partis plus à gauche, comme le Meretz. Le premier, ça s'appelle, ça dit tout d'ailleurs, donc la gauche s'appelle comme ça s'appelle le camp sioniste. Donc à gauche, il y a le Meretz, et puis il y a la grande surprise de ces élections du 17 mars dernier, c'est-à-dire la liste unie des partis arabes et du Parti communiste, qui ont le plus gros score de leur histoire, de l'histoire d'Israël depuis 1948, puisqu'ils ont réussi à avoir 13 sièges, presque 14, ça s'est joué à très peu de choses. Donc c'est aussi un élément. J'étais récemment à un débat Europe numéro 1, et le journaliste que je connais bien, qui est tout à fait respectable, disait « Oui, mais il y a des sondages qui montrent que la majorité des Israéliens sont favorables à l'existence de deux États, etc. » Oui, c'est vrai, c'est-à-dire les sondages existent. Mais ces sondages n'empêchent pas les gens d'avoir mis en place par leur vote un gouvernement, le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Donc c'est un peu difficile de s'y retrouver en opposant des sondages à un vote réel. En politique, ce qui compte, c'est le vote réel. Alors, en quoi les sondages sont intéressants ? Ils le sont, à mon avis, parce qu'ils montrent que quand on essaye d'expliquer la radicalisation du paysage politique israélien, on a beaucoup d'éléments à prendre en compte. D'abord, on a une particularité qui n'existe nulle part ailleurs que dans l'État d'Israël, c'est que c'est quand même un État qui a partiellement une base d'existence idéologique. C'est sur la base de l'accord avec l'idéologie sioniste, telle qu'elle s'est exprimée à travers l'histoire, que cet État a été créé. Donc on ne peut pas ne pas en tenir compte. Deuxièmement, c'est un État dans lequel la religion joue un rôle extrêmement important. Le pourcentage de gens religieux et pratiquants est beaucoup plus fort que chez nous, par exemple, ou ailleurs en Europe. Mais en même temps, ou en plus, la religion sert d'argument pour justifier la politique anti-palestinienne. Donc là aussi, ça joue un rôle. Mais à mon avis personnel, je suis prêt à en débattre bien sûr, je crois que la clé pour comprendre cette radicalisation, c'est l'absence d'alternatives fortes dans le paysage politique. Et de ce point de vue, on n'est pas dans une spécificité israélienne, on est, pour dire les choses, exactement comme chez nous. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas d'alternative politique, de parti politique ou de groupe de partis politiques capables de porter une autre politique, et notamment une autre politique à l'égard des Palestiniens et du monde arabe, évidemment que ça décourage la plupart des gens qui seraient prêts à écouter cette autre voix, mais on ne l'entend pas. Pour prendre un seul exemple, et j'arrête là, au moment de l'élection du 17 mars dernier, dans la campagne électorale, le parti cancioniste, théoriquement de gauche, dans sa plateforme et dans sa campagne, ne parlait pas d'État palestinien. Ce qui est aussi sans précédent, parce qu'on a eu beaucoup de critiques à exprimer à des gens comme Shimon Peres, mais Shimon Peres parlait au moins d'État palestinien. Là, la chose était complètement absente. Et cette droitisation de la politique israélienne, tu l'as fait remonter à quand? Il y a très longtemps, ou c'est récent pour toi? Dans sa forme actuelle, c'est récent. Disons que c'est à partir de la guerre contre le Liban, la deuxième, j'entends, et puis de guerre contre Gaza, en guerre contre Gaza, on a eu un vrai phénomène d'emballement, quoi, vers la droite. Mais pour comprendre les choses, il faut remonter à 1977. L'État d'Israël, et avant lui, le mouvement sioniste, les institutions sionistes du temps du mandat britannique, ont toujours été dirigés par des socialistes sionistes, ou des sionistes socialistes, comme on veut les appeler. Et puis, en 1977, pour des tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, pour la première fois, la droite, unifiée par Menachem Begin autour du Likoud, gagne les élections.
Et c'est très intéressant parce que ça fait penser à la scène du début, dans la salle de réunion. On a un vote à l'envers, je veux dire, du point de vue des structures sociales. C'est-à-dire, à partir de 77, ce sont les pauvres qui votent à droite, et les riches, ce serait trop dire, mais les classes aisées, qui votent à gauche, enfin à gauche, entre guillemets, évidemment. Et ça n'est pas par hasard, parce que ça recoupe une question, à mon avis, fondamentale, et qui est toujours valable aujourd'hui. On est quand même presque 40 ans plus tard. C'est le clivage, qui est le clivage majeur de la société israélienne, entre Ashkénazes et séfarades, ou plus exactement orientaux, pour être plus juste historiquement. Parce que séfarade, ça veut dire Espagne. La plupart de ceux qu'on appelle séfarades, nous, ce ne sont pas du tout des anciens juifs chassés d'Espagne, mais des réfugiés venus des pays arabes, soit que la direction israélienne les ait fait venir, soit qu'ils aient dû partir dans des circonstances dramatiques. Bref, en tout cas, on a dans les années 60-70 une majorité de la société israélienne qui est orientale. Mais comme elle est orientale, la bourgeoisie ashkénaze, la bourgeoisie juive européenne, décide que c'est presque des Arabes et donc on va les traiter comme tels. Et on a toute une série de formes d'humiliation d'abord, ensuite d'exploitation, de ghettoisation dans ce qu'on appelle les villes de développement, qu'il aurait fallu appeler des villes de sous-développement en fait. Bref, on a un tel traumatisme pour ces réfugiés venus du monde arabe que petit à petit, une grande colère, même plus que de la colère, de la haine, se développe. Et contre qui? Contre les travaillistes, puisque c'est eux qui dirigent le pays depuis 1948. Et donc on a cette inversion sociale et politique qui fait que la droite retrouve ou trouve le chemin du pouvoir en s'appuyant sur les juifs orientaux. Et je vais vous dire une chose que je pense que vous n'avez jamais lue ou quasiment jamais, c'est que la proportion de juifs orientaux qui votent pour le Likoud ou pour les autres partis de droite et d'extrême droite ou pour les partis ultra-orthodoxes, notamment séfarades, le Chasse, c'est 4 sur 6. C'était comme ça en 1977 et c'était comme ça en 2015. Ça n'a pas bougé. Et donc cette haine, qui est une haine de classe, on peut dire, des juifs orientaux, elle structure, y compris les rapports entre droite et gauche en Israël. Mais au-delà de la droitisation, est-ce que tu es d'accord avec Charles Anderlin, donc l'ancien correspondant de France 2 à Jérusalem, qui parle aussi d'un retour du religieux en politique? Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il appelle un messianisme juif? D'abord, je suis d'accord avec Anderlin, par principe. Ensuite, je suis d'accord avec Anderlin parce que je trouve son analyse juste. La différence de sensibilité, c'est que Anderlin est très anti-religieux, et moi, pas du tout. C'est-à-dire, je ne parle pas du judaïsme, là, je parle en général. J'ai un rapport personnel comme historien aux religions, qui est un rapport, disons, laïque. C'est-à-dire, j'ai rien contre les religions en soi. Je sais, comme tout le monde, qu'elles ont produit beaucoup de drames et que ça continue. Mais je n'ai pas, quand je suis en reportage en Israël, ça ne me gêne pas d'aller voir des ultra-orthodoxes, de parler avec eux. Bon, il y a des choses qui ne me plaisent pas, évidemment, pas seulement sur la Palestine, en général, mais je n'ai pas de difficulté avec eux. J'ai l'impression que Charles est un peu plus émotif sur la question de la religion. Là où il a tout à fait raison, c'est que le messianisme juif a été le courant idéologique porteur de la radicalisation de l'ensemble du phénomène de la colonisation. Parce qu'au fond, c'est de ça qu'il s'agit. On est devant une idéologie, plus qu'une religion d'ailleurs, qui sert de prétexte et qui sert d'argument. Et donc c'est très important. Si vous voulez analyser sérieusement, j'entends, ce qui se passe depuis le début octobre,
avec ces violences à Jérusalem et en Cisjordanie, avec toutes ces attaques au couteau, avec la répression qui est extrêmement brutale, là aussi. Pour information, on est à plus de 90 morts palestiniens et à 17 ou 18 morts israéliens ou étrangers. Donc on voit bien que tout le monde ne portait pas un couteau, sinon on aurait un drôle de phénomène. Donc si on veut expliquer ce qui s'est passé là, c'est assez simple. Benjamin Netanyahou, avant même les élections de cette année, depuis la fin du processus de paix impulsé par John Kerry d'août 2013 jusqu'à avril 2014, quand Netanyahou a fait exploser les négociations en cours, il a commencé, pour meubler, j'imagine, le vide, à toucher à la question de l'esplanade des mosquées, qui est la question toujours la plus explosive dans le conflit israélo-palestinien. Et toucher, ça voulait dire, si vous vous souvenez, juste un rappel historique, que la vieille ville est conquise par l'armée israélienne à la fin de la guerre de juin 67. Vous avez à ce moment-là un homme à la fois de l'armée et du pouvoir, Moshe Dayan, qui, indépendamement du reste, est un homme extrêmement pragmatique. Donc il sait très bien que on risque d'avoir sur l'esplanade des mosquées des tensions très fortes, et donc il passe un accord avec les Jordaniens et avec le Waqf, les autorités religieuses, pour que les Juifs ne soient pas autorisés à monter sur l'esplanade des mosquées. Et le rabbinat israélien, officiellement, dissuade les Juifs de venir sur l'esplanade des mosquées. Comme ils ne peuvent pas dire que c'est pour empêcher des heurts, ils inventent une motivation à la fois religieuse et politique, c'est que sous l'esplanade des mosquées, il y aurait les restes du premier temple juif de Jérusalem, et que donc s'y rendre, c'est fouler aux pieds le Saint des Saints, le premier temple, c'est-à-dire le lieu où Abraham a failli, si Dieu ne l'en avait empêché, tuer son fils, etc., etc. Depuis mai-juin 2014, de manière extrêmement mystérieuse, on voit des groupes de colons juifs de Cisjordanie monter sur l'esplanade des mosquées. Et y monter, pour certains tranquillement, pour d'autres pas tranquillement du tout, notamment des groupes qui affichent leur volonté de détruire les deux mosquées, la mosquée Al-Aqsa et la mosquée d'Omar, pour reconstruire le temple, faire un troisième temple. Évidemment que ce sont des propos et des gestes politiques qui ne peuvent que mettre le feu aux poudres du côté palestinien. Et c'est bien ce qui s'est produit. Et c'est d'ailleurs curieux parce que on ne peut pas imaginer que Benjamin Netanyahou soit complètement naïf. C'est vraiment pas le profil du personnage. C'est exactement comme ça que Sharon a provoqué la deuxième intifada. Il est monté sur l'esplanade, il a commencé sa visite avec 200 ou 300 soldats autour de lui, et quelques jours plus tard, le feu avait pris dans toute la Cisjordanie. Donc on peut penser que du côté de Netanyahou, il y avait une volonté aussi de provoquer des incidents graves pour essayer d'organiser l'absence de processus de paix. Pour terminer et peut-être ouvrir un peu le débat, est-ce qu'il reste encore certains partis politiques en Israël qui parlent d'un État binational, ou alors est-ce que d'autres partis parlent de deux États? Quelle est la solution envisagée, en tout cas par ceux qui ont envie de la paix, si certains en ont vraiment envie? Alors pour être clair, aucun parti en Israël ne parle d'État binational. C'est même l'épouvantail qu'agitent tous les partis politiques. Quand je dis tous, c'est y compris la liste arabe unie, qui
n'est pas favorable, officiellement en tout cas, à l'idée d'État binational. Deuxième remarque, quand on parle de la gauche israélienne, la vraie gauche, j'entends, moi je crois qu'il faut moins parler en termes de parti, même si les gens du Meretz sont très sympathiques, ou les gens de la liste arabe unie sont aussi très sympathiques. Il faut surtout parler du tissu d'ONG, comme celle que vous voyez dans le film. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ONG, comme le dit le film à certains moments, petites et fragiles, mais qui constituent tout ensemble un vrai tissu extrêmement à la fois courageux, intelligent, sympathique. Alors, elles ont toutes les difficultés du monde avec les gouvernements Netanyahou depuis un certain nombre d'années, notamment du côté du financement, parce qu'à un moment donné, on nous dit que la hotline est financée de l'étranger, sauf que maintenant, il y a une loi en Israël contre le financement qui oblige les ONG à déclarer ce qu'elles reçoivent, et l'État peut les taxer comme il taxerait une entreprise privée, et non plus une ONG. Donc, elles ont beaucoup de difficultés. Socialement, ce sont évidemment pour l'essentiel des militants ashkénazes. Il y a très peu de militants orientaux. Ça pose aussi un problème. Mais cela dit, il faut mesurer que, même si leur poids électoral n'est pas vérifiable, ce sont des ONG qui ont beaucoup d'influence. Par exemple, ce que fait Breaking the Silence, briser le silence, qui a rassemblé maintenant plus de 500 témoignages de soldats et d'officiers enregistrés sur les horreurs commises en Cisjordanie et en particulier à Hébron. Évidemment que tout ce travail, à l'intérieur et à l'extérieur, a un poids très important. Un dernier mot peut-être sur un État, deux États. Pour dire les choses franchement, c'est évident que l'idée d'un seul État binational est une idée a priori extrêmement sympathique, dans la mesure où elle nous sort de l'espèce de piège ethnique. Quand on dit deux États, un juif et l'autre arabe, on sent bien que derrière cette organisation ethnique du partage, comme l'ONU l'avait voulu, il y a toujours un risque de nettoyage ethnique. Quand on dit État ethnique, comme ça s'est produit en 1948, et comme ça pourrait éventuellement se reproduire. Il n'y a aucun doute que parmi les amis de Netanyahou, il y a des gens qui rêvent du transfert, c'est un mot poli pour ne pas dire déportation, du transfert de la population arabe israélienne ailleurs, voire de la population palestinienne globale ailleurs. Ça n'est pas possible aujourd'hui, mais il faut le savoir, quoi. Donc, je crois que l'idée d'un seul État, c'est une idée sympathique. C'est une idée qui est enracinée des deux côtés, contrairement à ce qu'on pense en général, puisque du côté palestinien, jusqu'aux années 75, l'OLP était pour une seule Palestine laïque et démocratique, et que parmi les juifs, notamment dans l'entre-deux-guerres, il y avait eu tout un courant binational, dont les élections de 1946, les dernières à l'intérieur de la communauté juive de Palestine, avaient montré que les partis binationaux faisaient 40 à 42% des voix. Donc c'était pas rien, c'était une vraie pensée qui a été balayée par la guerre de 48. Et puis troisièmement, quand on voit l'imbrication des deux peuples, le fait qu'il y a 5 à 600 000 colons juifs à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, 1 500 000 Palestiniens citoyens d'Israël, on se dit après tout, est-ce que c'est pas la manière la plus simple à terme de résoudre le problème? Donc ça c'est disons du côté du pour. Mais malheureusement, il y a un gros côté aussi du contre. La première chose, c'est qu'on commencerait mal une solution démocratique en imposant une solution dont la majorité des uns et des autres ne veulent pas. Or, l'immense majorité des juifs israéliens ne veulent pas entendre parler
d'État binational, parce que ça signifierait la fin du sionisme, la fin de l'État d'Israël en tant que tel qu'il se définit, mais aussi la majorité des Palestiniens, jusqu'à nouvel ordre en tout cas, ne sont pas, ils n'ont pas envie de vivre avec des gens dont ce qu'ils connaissent, c'est les colons et les soldats. On comprend qu'ils aient envie de souffler un peu chez eux, quoi. Deuxièmement, il y a une logique de rapport de force qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, depuis que l'OLP s'est prononcé pour une solution à 2 États, en 1900, grosso modo 75, elle ne l'a jamais obtenue. C'est un fait. Ils n'ont pas réussi à arracher à Israël le territoire et les conditions pour créer un État. Or, 2 États, ce n'est pas la fin du sionisme. C'est un coup d'arrêt, disons, au processus de colonisation, de judaïsation de la Palestine. Mais si on propose un seul État, alors là, on propose d'aller à la fin du sionisme, comme je le disais. Et donc, c'est un vrai problème de savoir où seront les forces qui permettent d'obtenir, alors qu'on n'a pas obtenu un État palestinien à côté d'Israël, comment faire pour obtenir un État unique? Vraie question, quoi. Et dernier argument, peut-être le plus important à mes yeux, si vous réfléchissez à ce que seraient ces rapports de force, tels qu'on les imagine, ça veut dire qu'il y a une grande chance, ou plutôt un gros risque, que cet État unique, dans des rapports de force très négatifs pour les Palestiniens, ce soit l'État actuel. Ce soit le grand Israël, dominé par Israël, par son armée, par son économie, par tout ce qu'il représente, et donc ce soit un piège, un vrai piège. On va lutter pendant des années et des années pour un État qui existe déjà et dont on ne veut plus. Donc il y a là quelque chose qui me paraît important. Donc je crois que c'est tout à fait normal d'en parler, c'est normal que les gens réfléchissent compte tenu de l'impasse dans laquelle on se trouve, mais il faut, je crois, laisser les Palestiniens et les Israéliens qui sont d'accord avec la satisfaction des droits des Palestiniens décider, eux, de ce qu'il convient de faire dans les années qui viennent, et pas nous le faire à leur place. Je dis toujours que nous avons, nous, Français, intellectuels français, cette terrible habitude d'expliquer au monde entier comment faire la révolution qu'on n'arrive pas à faire chez nous. Et ça, je crois que c'est une habitude qu'il faut oublier. Tout à l'heure, vous parliez des populations de réfugiés séfarades qui se sont fait assimiler aux Arabes, en gros, et qui ont du coup subi des discriminations. Si j'ai bien compris, c'est ça. Parce que si je pose la question, c'est que c'est assez complexe et j'arrive pas à comprendre les causes historiques de ce pourquoi elles se sont rebellées et ont voté contre les partis travaillistes. En fait, concrètement, qu'est-ce qu'elles ont vécu, ces populations-là, et est-ce qu'il n'y en a pas une partie d'entre elles qui justement se sont pas retournées vers les populations arabes, les citoyens arabes d'Israël, parce que justement ils vivaient une discrimination qui est similaire, je sais pas. Voilà, c'est des questions que je me posais, et je me posais aussi la question de savoir si vous parliez du parti arabe uni. Est-ce que c'est un parti qui représente les Arabes citoyens d'Israël? D'accord, ok. Je voulais savoir s'il y avait d'autres partis qui représentaient les Arabes citoyens d'Israël. Bon, les Arabes citoyens d'Israël peuvent voter pour n'importe quel parti, évidemment. Hein. Et il y en a qui votent Likoud, il y en a qui votent religieux, il y en a... mais la grande majorité aujourd'hui vote pour un des 3 partis qui se sont regroupés comme liste unie, liste arabe unie. C'est d'ailleurs assez extraordinaire, ça montre qu'il y a une petite marge de manœuvre dans la vie politique, même en Israël. Tout ça est venu d'une tentative d'un des rivaux de Netanyahou, Avigdor Lieberman, qui dirige le parti russe, Israël Beteinu. En Israël, il y a une seule circonscription, et donc c'est la proportionnelle intégrale. Ça a d'ailleurs beaucoup de conséquences compliquées. Donc Lieberman
croyant comme ça se débarrasser des partis arabes israéliens, fait augmenter le seuil minimum pour être élu. Et ça a provoqué l'effet inverse, c'est-à-dire que ces partis qui se disputaient depuis des années et des années et qui n'arrivaient jamais à se mettre d'accord, ont été obligés de se mettre d'accord pour sauvegarder leur présence à la Knesset. Donc M. Lieberman a réussi par son initiative un peu mal pensée, il a réussi à contribuer au succès des partis arabes. Vous savez qui c'est Lieberman, hein? C'est un homme qui vient de Moldavie. Il était un citoyen de Chisinau, la capitale de la Moldavie, où il exerçait le doux métier de videur de boîte de nuit. Et donc, comme il a la suite dans les idées, quand il est arrivé en Israël, il a fondé son parti, etc. Et il est devenu le candidat videur des Arabes d'Israël. Voilà. Donc il y avait une logique dans cette... voilà. Ça, c'est pour les Arabes israéliens. Avant, c'était... C'était sur la question des discriminations. Oui. Le problème, si vous voulez, c'est que malheureusement, que ce soit en Israël ou ailleurs, les damnés de la terre ont du mal à se serrer les coudes. Donc, c'est vrai que les Arabes, les Juifs arabes, ou les Arabes juifs, qui sont venus peupler Israël à partir des années 50, ont été victimes, je vous en dirai quelques exemples, de discrimination extrêmement pesantes, mais ça ne les a pas du tout amenés à se rapprocher des Arabes, parce que même quand on est tout en bas, on est content d'avoir des gens en dessous. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le réflexe petit blanc, c'est-à-dire les blancs misérables des États-Unis sont très contents d'avoir des noirs et des latinos à mépriser parce que ça leur donne un minimum d'assurance sociale. Quand je parle de discrimination, bon, évidemment, ce que je vais vous dire n'a plus à voir aujourd'hui avec ce qui se passe, bien sûr. Mais à l'époque, quand les Juifs orientaux, les Juifs arabes arrivaient en Israël, on les mettait dans des camps de toile. Ça s'appelle des Mahabarot, où la première chose était de les passer au DDT. Ensuite, on leur coupait les cheveux, les papillotes, les cheveux. Ils vivaient dans les Mahabarot pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est vrai qu'en Israël, il fait chaud, mais il ne fait pas tout le temps chaud. Il pleut aussi beaucoup, et il y a aussi beaucoup de froid l'hiver. Et les gens ont vécu comme ça. Et puis ensuite, on les a envoyés, forcés, dans ce qu'on a appelé les villes de développement. Si vous allez voir Beersheba, par exemple, ça vous donne une idée de ce que pouvaient être ces villes de développement et que Beersheba est resté. Ou bien vous allez voir les 17 villes bédouines officielles dans lesquelles le gouvernement israélien essaye de chasser et de rassembler les Bédouins dont ils prennent les terres. Vous verrez là aussi ce que c'est qu'une ville de développement. Alors tout ça, évidemment, n'existe plus dans les mêmes termes qu'à l'époque, mais ça a laissé beaucoup de traces, d'autant que ça s'est accompagné d'horreurs alors beaucoup plus graves. Je vais vous donner un exemple important. Quand les Juifs du Yémen sont arrivés, c'était souvent des familles de 10 ou 12 enfants, dont la mère était souvent enceinte. Alors elle allait à l'hôpital, à la maternité, enfin à l'hôpital. Et quand elle se réveillait, on lui disait votre enfant est mort pendant l'accouchement, on est désolé. Et puis en fait, il n'était pas mort, on avait pris l'enfant. Et il y a des milliers de cas comme ça, pour les donner à des familles de survivants de la Shoah sans enfants. Et évidemment, quand le hasard a fait que des gens se sont reconnus, ça a provoqué un scandale épouvantable. Rien que cette histoire-là explique une partie du caractère haineux du rapport entre un certain nombre de juifs arabes et les travaillistes, enfin les forces qui étaient au pouvoir à l'époque.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Il reste un niveau de rémunération nettement inférieur. C'est-à-dire, pour avoir les inégalités en Israël, vous prenez les revenus des Ashkénazes, des Juifs Ashkénazes, les revenus des Juifs orientaux, et puis les revenus des Arabes. Et vous avez toujours, depuis des années, le même écart, et il est très net. Il est moins net que celui des Arabes, mais il est net par rapport aux Ashkénazes. Vous avez le même phénomène sur le chômage. Vous avez plus de chômeurs orientaux que de chômeurs ashkénazes, nettement plus. Vous avez les mêmes phénomènes dans l'éducation. Le retard scolaire est plus important chez les juifs orientaux que chez les juifs ashkénazes, et ainsi de suite. C'est-à-dire, on est quand même devant une société dont les inégalités sont extrêmement résilientes. Ça dure, quoi. Et ça ne disparaît pas, ça ne s'affaiblit pas. On est toujours devant ce gap entre Ashkénazes et séfarades. Mais est-ce qu'ils se mélangent? Enfin, je veux dire, ça crée un apartheid comme pour les Arabes. Il y a très peu de mélange. C'est-à-dire, vous serez frappé, si vous allez en Israël, de voir que les Ashkénazes vivent entre eux et les Orientaux vivent entre eux. Le seul endroit où ils se sont mélangés pour de bon, c'est le Likoud. Le Likoud a su, lui, rattraper du bras les juifs arabes et leur donner une certaine place. Pas une place dirigeante, mais une place quand même à l'intérieur des institutions politiques de la droite et de l'extrême droite. Quand on pose cette question à Anine Zohabi, qui est une des dirigeantes de la liste unie, de la liste arabe unie, du parti Balad, elle a une très bonne réponse. Elle dit nous voulons 2 États démocratiques. Je crois que la chose qui m'intéressait le plus, c'est donner une place à ce qui se passe au Parlement, les commissions. C'est ça qui me semblait finalement l'endroit où se passe les moments démocratiques dans la Knesset. Et donc, ça m'a beaucoup... C'est autour de ça que j'ai beaucoup fait l'effort de pouvoir le faire vivre. Bien sûr que j'ai suivi l'association. Donc l'association, c'était comme la famille, dans le sens que ça allait tenir toujours les films. Et aussi le désir de donner l'information. C'est ça qui s'était structuré autour de l'information, de comprendre. Oui. Depuis ce moment au tribunal suprême, il y a eu le tribunal s'est annoncé en disant que cette loi est inconstitutionnelle. Et donc, il y a eu encore une nouvelle loi qui a été déclarée à nouveau inconstitutionnelle et encore une fois, donc ça s'est répété 3 fois de suite. Et maintenant, ça vient de passer encore une 4e ou 5e fois et ça reste, c'est-à-dire des gens sont maintenus en prison indéfiniment. À propos du film, moi, il y a 2-3 choses qui m'ont particulièrement frappé, intéressé. C'est la discussion effectivement de la commission du Parlement où on évoque où justement les membres de l'ONG, les membres de l'ONG évoquent les conventions signées par Israël en matière de reconnaissance du droit d'asile pour les réfugiés. Et on comprend qu'elles sont complètement détournées en quelque sorte, puisque 150, de l'ordre de 150
asile accordé depuis la signature de la Convention, et maintenant ils ont même mis sous l'égide du ministère de l'Intérieur le traitement des demandes de subvention. Il y a qu'une petite fille qui, depuis 2009, je crois, a eu l'asile, quoi. Voilà. Et la discussion qui s'y déroule est très symptomatique, parce que on dit, mais de toute façon les conventions c'est une chose, mais ce qui importe ici, c'est les lois. Alors qu'en principe, une convention internationale s'impose au pays qui la signe du point de vue de sa juridiction intérieure, sa législation intérieure, qu'elle doit mettre en conformité et qui doit découler de la convention, l'engagement pris par le pays au niveau international. Donc il y a une violation du droit international. C'est pas la première, c'est pas le seul pays qui en fait, mais enfin qui est comme énoncé de manière candide, comme une évidence. Alors c'est une des choses qui m'avait particulièrement intéressé. Et puis alors le fait que certains réfugiés proviennent de cette région de l'ouest du Soudan, le Darfour, et n'obtiennent pas l'asile en Israël, m'a fait voir avec une certaine ironie l'opération Urgence Darfour, si je puis dire, qui a été un petit peu montée comme une espèce d'alternative à la mobilisation pour les droits des Palestiniens, et qui en fait est contredite par ces pratiques de l'État d'Israël qui ne donne pas l'asile aux gens, aux réfugiés du Darfour, quoi. C'est assez paradoxal. Juste un mot sur la discussion à la Knesset, qui est absolument passionnante, parce qu'en plus elle est le reflet de l'Israël de Netanyahou. C'est-à-dire, tout l'effort de la droite et de l'extrême droite israélienne, c'est de remettre en cause le peu qui reste de fondement démocratique de l'État. Et en particulier sur la question des réfugiés. Parce que, évidemment que ce n'est pas un hasard, Israël a adopté et signé la Convention à une époque où il était obligé de le faire pour pouvoir adhérer à l'Organisation des Nations Unies. Il y avait des conditions pour le faire, dont celle-là. Aujourd'hui, évidemment, on essaie de se débarrasser de tout ça, et c'est assez symptomatique, puisque ça va jusqu'à la décision qui avait été prise par le précédent gouvernement israélien de réformer la loi fondamentale qui prévoit aujourd'hui que Israël est un État juif et démocratique. Bon, c'est un oxymoron, évidemment, mais que se passe-t-il quand la majorité n'est plus juive? Alors, est-ce que c'est démocratique? Est-ce que c'est... Mais on remplacerait, c'était la proposition de loi de Netanyahou, cette définition par une définition Israël, État-nation du peuple juif. Donc, où disparaît la notion de démocratie et où apparaît la notion de peuple juif, qui n'existe pas dans d'autres textes des institutions israéliennes. Donc on est vraiment devant une discussion absolument caractéristique et avec quand même un cynisme étonnant, hein, dans la manière de faire semblant qu'on est dans une discussion démocratique et puis en fait on n'y est pas, quoi. Depuis 2012, il y a eu en décembre une pétition qui était soumise par Hotline, entre autres, à la Cour suprême, et dont la réponse a été faite en août, et qui a obligé l'État d'Israël à libérer près de 1500 prisonniers demandeurs d'asile. Donc la Cour suprême est quand même le dernier rempart, un des derniers remparts au gouvernement qui agit en toute impunité. Ensuite, au niveau des Soudanais du Darfour, en 2007, il y a eu 500 Soudanais du Darfour à qui on a octroyé quasiment un statut de réfugié avec un visa A5, donc résidence temporaire, même si ça a été très peu médiatisé et très peu de gens sont au courant. Et j'avais une question, c'est en fait comment vous avez fait le choix de suivre Hotline et pas la RDC ou ASAF ou... Enfin, il y a énormément d'organisations qui travaillent pour les droits des demandeurs d'asile. Et du coup, je me demandais comment vous avez fait le choix de Hotline. Ben, je crois que chacune de ces organisations mérite de faire un film. C'était un peu le hasard, mais c'est vrai.
C'est-à-dire que puisque chaque organisation prend en charge un sous-sujet de la chose, c'est des gens qui dédient leur vie à cette lutte. C'est vraiment, ça mérite de regarder ce qu'ils font et montrer ce qu'ils font et apprendre par ça. À qui Au fur et à mesure que les élections se produisent en Israël, on constate une radicalisation de la société israélienne, une droitisation du gouvernement israélien. On ne voit pas du tout comment le phénomène peut s'inverser maintenant. On ne voit pas du tout comment le gouvernement israélien, quel qu'il soit, va accorder l'indépendance et la perpétuelle création de l'État palestinien. Donc, quelle est la solution? La solution, tout le monde dit, personne ne le veut, c'est un État binational. Vous avez dit tout à l'heure que ce serait un piège. Ce serait un piège pour qui, en fait? Ce serait un piège pour les Palestiniens ou pour les Israéliens? Parce que les Israéliens, à partir du moment où ils auront en charge, qu'ils ont déjà en fait, la Cisjordanie, qui seraient obligés de subvenir aux besoins des Palestiniens. On ne parle pas de Gaza, on parle que de la Cisjordanie. Et que l'Union européenne et tous les États qui financent l'autorité palestinienne et qui en fait, comme chacun sait, financent l'occupation parce qu'en fait ça décharge d'un certain nombre de droits et de devoirs l'État israélien. Donc en quoi c'est véritablement un piège? Parce qu'à ce moment-là, les Israéliens seraient obligés de payer. Et la dernière question que je voudrais poursuivre dans cette ligne, parce que quand est-ce que les nations occidentales comprendront qu'on est déjà dans un régime d'apartheid, lequel régime d'apartheid va se renforcer? Et quand est-ce que les gouvernements occidentaux, surtout occidentaux parce que les Américains, je pense qu'il faudra attendre longtemps, se décideront à boycotter le gouvernement israélien pour faire pression sur le gouvernement israélien qui, lui, ne connaît que la force, comme ça s'est passé en Afrique du Sud? Moi, j'ai parlé de piège seulement dans le sens où les rapports de force étant ce qu'ils sont aujourd'hui, y compris ce que vous dites sur les gouvernements occidentaux, l'État binational sera nécessairement un État où les Juifs ont tous les droits et les Arabes aucun. Je veux dire. On sait très bien à quoi ressemble ce type de construction quand il n'y a pas les rapports de force pour en imposer le changement. Cela étant dit, vous avez tout à fait raison, et je partage votre point de vue, il faut faire en sorte que les gouvernements occidentaux tiennent compte du droit international, mais aussi de la volonté des opinions publiques. Moi, je suis très frappé, on en discutait le soir de l'ouverture, vendredi, avec Leïla Chaïd. Je suis très frappé, bien sûr, du caractère extrêmement partiel de la mesure prise par l'Union européenne, parce que le fait d'imposer un tampon sur les produits des colonies, c'est partiel, mais en même temps, c'est extrêmement représentatif de la sensibilité d'un certain nombre, pas tous, d'un certain nombre de gouvernements européens à la montée en puissance de boycott, des investissements, sanctions, à tout ce qui se passe de désinvestissement de grandes banques, de fonds de pension, de grandes entreprises de Cisjordanie, etc., etc. Donc, moi, je crois beaucoup à la capacité du mouvement des opinions à se faire entendre et à faire pression sur les gouvernements. Je prendrai un exemple précis, parce qu'on en a parlé, puis je me suis aperçu qu'on avait, je crois, enfin, vendredi, parlé un peu par allusion et pas de manière effective. Il y a quand même quelque chose qui se passe entre le moment en juillet 2014 où notre président s'aligne, il n'y a pas d'autre mot, sur la position de Netanyahou dans sa guerre contre la bande de Gaza, et puis quelques semaines plus tard où on voit le même gouvernement s'engager à l'ONU en faveur des droits palestiniens. Une des choses qui s'est passée entre-temps, c'est que les manifestations qu'ils avaient voulu interdire, comme je vous le rappelle, à Paris, ont eu lieu et elles ont eu un grand écho, que dans l'Europe entière, il y a eu des grandes manifestations. On a oublié, par exemple, à Londres, qu'il y avait eu 250 000 personnes dans les rues. Enfin, je veux dire, des choses qu'on n'avait pas vues jusque-là. Et tout ça pèse, y compris sur François Hollande, même s'il a
le loisir, dit-il, de trouver toujours un chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants. Ça n'empêche qu'il doit être sensible. Et j'ai entendu un ancien ministre socialiste dire une chose qui était assez intéressante. Il nous a dit à l'époque, c'était il y a un an, que visiblement François Hollande, Manuel Valls et l'équipe au pouvoir en France avaient senti qu'ils étaient en train de s'enfoncer en direction des Français musulmans ou d'origine arabe, et qu'il fallait faire quelque chose pour essayer de retrouver de l'influence. Je rappelle qu'en 2012, il semble que les scores effectués par Hollande dans ces milieux avaient été des scores extrêmement élevés. Donc tout ça pour dire que, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, on a des moyens de pression, on a des moyens de jouer, de faire avancer les choses. Après, c'est pas nous qui décidons, évidemment, c'est sur le terrain que ça se décide, et sur le terrain, c'est très compliqué, comme on le voit très bien dans le film. Alors, encore une fois, pensez à cette scène du meeting au début, en vous disant, voilà, on est dans un pays qui a été fait de la venue de millions de gens. C'est terrible, quoi, cette mutation d'une société d'immigrants en une société haineuse vis-à-vis des immigrants, quoi. L'association que j'ai suivie, elle s'occupe des gens qui ont des problèmes de statut vis-à-vis le fait qu'ils sont peut-être des réfugiés de guerre, des réfugiés. Okay. Mais c'est vrai que après, un texte peut servir, il est libre. L'interprétation d'un texte, ce n'est pas à moi de la gérer. Mais si peut-être tu veux dire quelque chose. Moi, ce que je peux dire en tout cas, c'est que le film va, à mon goût en tout cas, très bien dans le thème qu'on avait choisi, qui est la radicalisation. Comme vous avez remarqué, j'ai très peu parlé de la Palestine là ce soir. Hein. On parle de la société israélienne. Ce qui se passe ici avec les immigrants est absolument le reflet de cette radicalisation avec des aspects... quand on entend les gens au début, on se croirait avec le Front National ou avec M. Sarkozy. Enfin, je veux dire, on est dans un discours extrêmement dur qui n'a pas toujours été. Moi, je me souviens quand le phénomène des ouvriers immigrés non juifs est arrivé en Israël, dans les années 90, il n'y avait aucun problème de ce type. Parce que c'était une décision gouvernementale de faire venir des ouvriers d'ailleurs pour remplacer les ouvriers palestiniens dont on ne voulait plus qu'ils viennent en masse en Israël. Et donc il n'y avait pas cette espèce de chasse, il n'y avait pas de prison dans le Negev, il n'y avait pas de... tout ça est récent, hein, ça fait partie de la radicalisation. Maintenant, il y a une prison encore plus nouvelle, disons, qui est une prison soi-disant ouverte. Et c'était en construction quand j'ai tourné le film, ils étaient en train de la construire, donc en fin de 2012. Et maintenant, c'est la prison, qui ce n'est pas une prison, c'est un centre de... Rétention. Oui, où on peut dormir, on est obligé de donner son nom le matin et la nuit, mais elle est à 4-5 heures en voiture de Tel Aviv ou à 3 heures de Beersheba. Donc cette prison existe donc depuis, je ne sais pas, mi-2013. Cholot, ça s'appelle les arènes.
Je suis désolée, je ne sais pas, mais toute cette information se trouve sur le site internet des organisations. Donc, Hotline for Migrants and Refugees, ou ACRI, qui est l'association des droits de l'homme, et je crois que c'est 3000 autour de ça, mais je ne sais pas Ça s'appelle exactement. comment cette nouvelle prison? Holot. Holot. Oui. Mais maintenant, les gens sont en train de... ceux qui n'acceptent pas de faire le retour volontaire, on les met à Saharonim, qui c'est la prison qu'on voit dans le film. Les Russes, c'est une vieille histoire maintenant. Hein. Pour nous, on a la mémoire, évidemment, mais ils sont arrivés dans les années 90. Quoi. Donc, c'était un phénomène qui a beaucoup secoué la société israélienne. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien mécanique avec la radicalisation, dans la mesure où une des particularités de la communauté juive russe, à supposer qu'elle soit juive, ce qui est déjà plus que douteux, en tout cas pour une bonne moitié d'entre eux, de toute évidence, ils n'ont pas de lien avec le judaïsme, ils ont juste profité de l'ouverture de Gorbatchev pour fuir l'Union soviétique à l'époque, mais il n'y avait aucun moyen de vérifier qu'ils étaient juifs, puisqu'il n'y avait plus d'état civil des synagogues depuis très longtemps, depuis les débuts de la révolution bolchevique. Il n'y avait pas d'activité religieuse juive, il n'y avait pas de circoncision, évidemment. Bref, c'était qui se déclarait juif était juif, quoi. Donc de toute évidence. Mais une des caractéristiques de ce fait, c'est le caractère très laïque de la communauté juive ou non juive russe. Donc c'est pas chez eux que se recrutent les éléments les plus fanatiques. Les éléments les plus fanatiques, ils sont issus des pays arabes, ce sont des juifs orientaux, ce sont des juifs américains aussi, très nombreux. Bref, c'est une espèce de petit bouillonnement que le livre et le film d'Anderlin dont parlait Samuel décrivent très bien, quoi. Est-ce que, bon, il y a des liens? Oui, il y a des liens, évidemment. Mais en même temps, bon, je constate qu'aux dernières élections du 15 mars, le parti d'Avigdor Lieberman a fondu. Et une des raisons pour lesquelles il a fondu, à mon avis, c'est que le lien entre ce parti et les Russes, disons, est un lien qui s'est défait, quoi. On a aujourd'hui, pour vous donner une idée précise, on estime les ultra-orthodoxes à plus de 10% de la population israélienne, juive israélienne. Or, ils étaient, il y a 20 ans, moins de 5%. Donc, il y a eu un doublement de la population orthodoxe. Et qui est à la fois dû au charisme de ces communautés-là, mais aussi au fait que les juifs orthodoxes font beaucoup d'enfants. Et notamment dans les colonies. Les démographes estiment aujourd'hui qu'en Cisjordanie même, on est à peu près devant le même type de démographie chez les Palestiniens et chez les colons juifs, parce qu'ils sont, pour ceux qui le sont, juifs orthodoxes. Donc c'est un élément qui est même susceptible de jouer sur les données fondamentales du problème palestinien. Donc oui, tout à fait, c'est un phénomène en pleine croissance.